Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin dans un nouveau format. Vous savez qu'on a toujours en tête sur Web Girondin de vous informer, de vous apporter des éléments de réflexion tout en vous divertissant. Aujourd'hui, on reçoit dans un entretien vidéo inédit Monsieur Grégoire Axelrod, agent de joueur. Il va parler avec nous des conséquences de la crise que nous vivons sur le marché des transferts, sur les clubs de foot et sur les joueurs, sans oublier bien sûr de parler des Girondins de Bordeaux. Bonjour Grégoire et bienvenue. Bonjour Nicolas, enchanté d'être parmi vous. Bien, merci de nous recevoir et de nous accorder un peu de temps pour nos lecteurs et nos spectateurs. Déjà, comment allez-vous en cette période? C'est une période un peu spéciale pour tout le monde parce qu'on ne sait pas ce qui se passera demain. Donc au niveau business, on est au point mort et après au niveau vie privée, ça nous permet de plus réfléchir sur nous-mêmes, ça nous permet de méditer un petit peu, d'analyser la situation et je pense que ça sera une expérience qui nous servira. Exactement, c'est le côté positif des choses. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Donc, j'ai eu la chance de jouer au football en professionnel au Canada. Après, j'ai travaillé dans le sport automobile. D'abord en World Series, donc c'est en dessous de la Formule 1, et après dans tout ce qui était voiture de tourisme. Et je suis devenu agent de joueur de football et en Angleterre particulièrement. Et puis j'ai fait des deals un peu partout dans le monde aussi. Que ce D'accord. soit en Asie, que ce soit à Chypre, que ce soit en Europe de l'Est. Voilà, ça permet de voyager, d'être agent. Ah oui, en effet, c'est vrai que il n'y a pas de frontières hein, quand on est agent de joueur. Est-ce que vous avez eu des joueurs que nos spectateurs connaissent à gérer, par exemple, pour leur donner un peu de visibilité sur Eric, votre travail? oui, à Bordeaux particulièrement, on va dire, j'ai collaboré avec Aurélien Tchouaméni, qui était le milieu de terrain de Bordeaux jusqu'à janvier dernier. On a travaillé ensemble pendant 4 années. Donc c'est vrai que c'est enrichissant d'être agent parce qu'on voit les joueurs grandir, on voit leur évolution. Donc il y a des bons côtés, des moins bons côtés, mais c'est sûr que quand on veut être agent, il faut mieux penser à long terme parce que le but, c'est de créer un lien avec le joueur et de le voir progresser. Exactement. C'est vrai que vous travaillez sur tous les championnats, hein, que ce soit la Serie A, Première League, Championship, Ligue 1. En fait, j'ai eu la chance de commencer en Angleterre. Mon premier joueur que j'ai amené à l'essai, c'était à Liverpool. C'était un jeune. Et bon, quand on commence par ce qu'il y a de plus fort, après, on a envie de continuer parce que c'est sûr que quand tu suis même un essai c'est hyper intéressant. Quand tu vois le joueur à l'entraînement, après quand tu vois le match, après quand tu as la réunion pour savoir s'il va signer ou pas, on se met à la place du joueur. Et c'était une excellente expérience. Après, j'ai beaucoup travaillé avec Aston Villa aussi. Et puis, j'ai amené d'autres joueurs à l'essai dans les plus grands clubs anglais. Mais c'est vrai que j'adore l'Angleterre. Il y a une mentalité similaire et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le football anglais. Alors c'est vrai, pourquoi je souhaitais que vous interveniez, parce qu'on vit une crise sans précédent hein, au niveau mondial et en particulier dans le football professionnel, qui aura et qui a peut-être déjà des conséquences au niveau des clubs et au niveau des joueurs. Quand on est agent sportif comme ça, quel est le rôle auprès des joueurs qu'on suit? Comment on intervient auprès des joueurs? Comment on transforme un peu sa façon de travailler également auprès des clubs? Alors, concernant les joueurs, il faut savoir qu'ils sont assez sensibles. Un joueur, c'est un athlète, il se remet toujours en question. Et là, on est dans une période difficile pour lui parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer demain. Nous, on ne sait pas. Mais un athlète, c'est encore pire parce qu'il doit faire attention à sa préparation physique. Donc, heureusement, on va dire les joueurs sont suivis par des préparateurs. Tous les jours, ils ont un programme. Mais malgré tout, ils ne savent pas ce qui se passera demain. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat en juin, qui se posent beaucoup de questions, car on n'a toujours pas la réponse. On ne sait toujours pas si le contrat s'amènera en juin, en juillet ou en août. Ça dépend de la fin du championnat. Et après, par rapport au club, évidemment, il y a des très, très gros deals, comme par exemple Sancho, qui est à Dortmund, qui intéresse des très grands clubs comme Manchester United, comme Liverpool. Donc, sur ces joueurs-là, ces grands clubs vont se positionner. Et pour les joueurs à potentiel, c'est plutôt en stand-by. C'est un vrai problème pour les joueurs et pour nous, parce que tout le travail qu'on a effectué, pour l'instant, on est en attente. Ouais, ça veut dire qu'il y a une angoisse, il y a des joueurs qui sont angoissés. Les joueurs d'un Voilà. niveau moins important, pas les stars hein, qu'on voit au niveau européen, eux, ils sont dans l'angoisse de savoir ce que leur avenir va leur réserver finalement. Parce que Il y en a beaucoup. En fait, il y a une évolution du football. Avant, on nous demandait des joueurs de 18 à 34 ans. Après, c'est marqué 18. Après, on nous demande 18, 32 ans. Après, 18, 30 ans. Maintenant, c'est 18, 28 ans. Et même des joueurs de 25, 26 ans qui sont en difficulté dans leur club, qui ne jouent pas, qui sont en fin de contrat,
se posent des vraies questions. Nous, on est là pour les aider, les aiguiller, mais après, personne ne sait ce qui va se passer. Donc, on leur dit de continuer à travailler, qu'on essaiera de leur trouver des opportunités. Mais il faut savoir que financièrement, c'est comme un crack ce qui se passe. Parce que les clubs, s'ils ne touchent pas les droits télé, imaginons juste pour la Première Ligue, pour l'Angleterre, c'est 750 millions de droits télé qui ne toucheront pas. En France, c'est une somme qui est inférieure, mais c'est quand même ultra important pour les droits télé. C'est ce qui touche le plus. En fait, c'est les plus grands revenus pour eux. C'est sûr ça, qu'en Angleterre, les droits télé, ça va être un manque à gagner aussi important sur le championnat. Oui, mais c'est 750 millions si le championnat se termine maintenant. Mais après, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que les matchs se rejouent après la fin du confinement. Deuxième possibilité, c'est même s'il y a un confinement, peut-être qu'on aille dans des stades à huis clos comme Wembley par exemple et qu'on fasse jouer dans le même stade plusieurs équipes. Donc, ce serait peut-être un match par jour, etc. Quelque chose comme ça. Mais il faut trouver une solution parce que les clubs sont souvent à flux tendu. Bon, je ne parlerai pas de la situation de Bordeaux qui est une situation financière qui est catastrophique. Ouais. Mais même des clubs anglais, soit tu as un propriétaire qui est puissant, qui est riche et qui peut financer et qui va remettre de sa poche, ou soit tu as un propriétaire qui est à la limite financièrement, et là, les déficits, à part faire des crédits, les crédits, il faut les rembourser un jour. Grégoire, est-ce qu'on peut déjà imaginer, est-ce que c'est possible déjà, je ne sais pas, mais imaginer un peu les tendances du futur marché des transferts? C'est compliqué. C'est compliqué parce que personne ne sait le budget qu'ils auront l'année prochaine. Et en fait, ça dépend vraiment de ses revenus. Et le football et le sport. Moi, je vois par exemple, dans le sport automobile, c'était année par année. On ne savait même pas si à la fin de l'année, on repartait pour une année dans le sport automobile. Et là, dans le football, on se rend compte que les clubs, ils sont trop dépendants des revenus qu'ils vont avoir, qu'ils n'ont pas de cash, en fait. Ils n'ont pas de trésorerie. Et ça, c'est une grande difficulté. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'un versement qui saute au niveau des droits télé, et c'est la catastrophe, quoi. On ne pouvait, moi, personnellement, je ne pensais pas que les clubs étaient aussi tendus financièrement. Moi, je suis pas surpris, mais après, il faut dire la vérité, il y a aussi beaucoup d'erreurs. Il y a des joueurs qui sont complètement surpayés. Bon, je veux dire, maintenant, tu es jeune. Par exemple, à Bordeaux, Adli, c'est un très bon jeune, mais il a été acheté alors qu'il n'avait pas joué un match en professionnel pour 5 millions d'euros. Quand même, c'est des sommes ultra importantes. Si on avait dit la même chose il y a 5 ans, tout le monde avait dit c'est pas possible. Et c'est qui? C'est Messi, le joueur. Adli est un très bon joueur, mais les sommes qui ont été mises derrière lui, c'était un peu déraisonnable. Et donc maintenant, avec cette crise qui est un peu la goutte d'eau, malheureusement, le château de sable, il s'effondre. Ouais. Est-ce que la Ligue 1 est un championnat qui va plus souffrir que les autres de la crise? Et si oui, pourquoi? Pour moi, l'Angleterre, en fait, ils ont des propriétaires étrangers qui sont vraiment puissants. La Ligue 1, c'est le 5e championnat en Europe. Il y a peu de revenus. On est trop dépendant du trading. C'est-à-dire que si on ne fait pas nos ventes chaque été, y compris Bordeaux, s'ils n'avaient pas vendu Aurélien Tchouaméni en janvier, ils auraient été en difficulté. Donc, quand on est dépendant du trading, sachant qu'en Angleterre, il y a déjà le Brexit, alors que les Anglais, c'est les premiers qui surpayent les joueurs, et qu'après, la plupart des clubs européens, voire mondiaux, vont être en difficulté, ils vont faire moins de transferts, ils vont peut-être faire jouer les jeunes. Mais quand tu es un club et que tu prévois 30 ou 40 millions de revenus chaque saison par le trading, forcément, ça ne peut pas coller. Et ça, en Ligue 1, c'est surtout les clubs de Ligue 1 qui ont ce mode de fonctionnement, ou le trading, il y a d'autres clubs en Europe, d'autres championnats. Alors, je parle des 5 plus gros championnats, mais on peut peut-être élargir. Est-ce que c'est spécifique à la Ligue 1 sur le top 5? J'ai envie de dire, la différence, c'est qu'en Ligue 1, 90% des clubs ont besoin de vendre. Alors qu'en Espagne, on va peut-être passer à 70%. Et en Angleterre, on va passer à 10%. Donc, en fait, nous, on est ultra dépendants. Et il faut que la saison se termine pour la Ligue 1. Parce qu'encore une fois, même si on est aidé par l'État ou même si on prend un crédit, c'est des sommes importantes à rembourser. C'est des sommes qui sont perdues, qui vont être difficiles d'ailleurs. Ouais, donc la Ligue 1 est quand même parmi les 5 plus gros championnats, celui qui risque le plus souffrir. Donc, si je comprends bien, il va y avoir des transactions en moins, notamment avec le manque de finances du championnat anglais. C'est ce que vous avez dit. Eux aussi ont un manque en gagné important et on sait qu'ils sont acheteurs, même s'ils achetaient moins quand même sur les dernières années. Il y a une évolution avec le marché anglais.
Je me rappelle quand j'ai commencé il y a 6 ans, ils étaient fous de joueurs français, quoi. On pouvait amener des joueurs amateurs qu'on trouvait dans des tout petits clubs et les amener dans les très grands clubs. Mm. Il y a une évolution ces dernières années. Pourquoi? Parce que d'abord, les jeunes en sélection nationale ont fait de très grands résultats. Et deuxièmement, parce qu'ils se rendent compte que voilà, peut-être que le joueur français est très bon, mais il y a aussi le joueur espagnol. Après, il y a aussi en Allemagne. Et donc voilà, je pense que la France, oui, on a Mbappé, on a des très très grands joueurs, mais il ne faut pas se reposer sur son laurier, sur ses lauriers. Et le problème de la France, c'est que tout le monde dit oui, nous on est les meilleurs, on a Mbappé. Mais il faut travailler sur les prochaines générations. Et malheureusement, quand moi je voyais le fonctionnement des clubs, ben, on était un peu moins professionnel que l'Allemagne, par exemple, ou que l'Angleterre. Parce que pendant que nous, on se repose, les autres bossent. Et donc, dans le futur, les Anglais ont moins besoin maintenant de jeunes dans leur centre de formation. Et ça, c'est une dynamique qui n'est pas bonne pour le football français. Allez, nos spectateurs sont fans des Girondins de Bordeaux, pour la plupart. Hein. Sur Web Girondins, on va parler un mot sur Bordeaux. Comment un club comme les Girondins peuvent s'en sortir? Alors, depuis le rachat et ce changement d'actionnaire en décembre dernier, on a le sentiment que Bordeaux est en grosse difficulté financière. On parle d'un trou de 30 millions d'euros, d'un déficit. À quoi on peut s'attendre avec Bordeaux là? Ça va être très compliqué. Bordeaux, c'est très intéressant parce que j'avais rencontré Hugo Varela et Juda Grossa. Donc, j'ai compris leur philosophie. Plutôt Hugo Varela d'ailleurs. Et c'est vrai que le contact n'était pas du tout passé. Je crois que c'est le dirigeant avec lequel j'ai eu le moins d'affinité. Pourtant, j'ai rencontré beaucoup de clubs dans des pays fous comme Chypre, comme Kazakhstan, comme le Vietnam, mais j'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui avant. Donc ça, c'est mon ressenti. Et après, en fait, si tu veux réussir, il faut penser à long terme. Et pour penser à long terme, il faut des résultats. Ça ne sert à rien de faire des deals, un deal à droite, à gauche. Non, il faut en fait une stratégie. Et malheureusement, avec les fonds d'investissement, ils investissent, ils se disent, bon, on va vendre les jeunes du centre, on va vendre les meilleurs jeunes. Puis dans 4 ans, on aura récupéré notre argent et là, on revend. Mais le club, il se sera affaibli. Et en fait, quand on vend nos meilleurs éléments, forcément, au classement, tu es moins bien placé. Donc forcément, tu n'auras pas la Ligue des Champions, tu n'auras pas la Coupe d'Europe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu es moins bien classé. Donc, il y a plus, on va dire, de problèmes dans le club parce qu'il y a un stress qui se crée. On n'atteint pas d'objectif au niveau sportif. Et donc, c'est la crise. Mais c'est la crise au niveau financier et au niveau sportif. Mais tout ça, ça vient de la stratégie des dirigeants. Ouais. C'est vrai qu'on a peu de motifs d'espoir aujourd'hui sur cette stratégie. Et Bordeaux, qui souhaitait compter sur des ventes cet été, ils vont devoir, alors je vais parler un peu familièrement, mais s'asseoir dessus, quoi. On se demande déjà quels sont les. Bon, il y a des joueurs qui sont valorisés dans cet effectif. Mais aujourd'hui, un joueur, je ne sais pas, on peut prendre un exemple ensemble, mais comme Samuel Kalou ou François Camano, on évalue un peu leur cote à 10 millions d'euros. Alors, je ne sais pas si c'est juste. Comment ces joueurs aujourd'hui vont trouver un projet et un club qui va souhaiter mettre C'est cette très intéressant ce que vous dites parce que quand j'avais rencontré Hugo Varela, je lui avais dit quand on a des bonnes opportunités sur des joueurs, il faut vendre. À l'époque, il y avait Camano et Monaco. C'était il y a 1 an et demi peut-être. Et je trouvais que c'était une très belle opportunité pour François Camano. Et en fait, ils ne pensaient pas comme ça. Ils se disent, mais non, ça va continuer à augmenter. Comme si le joueur, parce qu'il faisait partie à Bordeaux, il va passer de 10 millions à 20 millions au prochain mercato. Alors que ce n'est pas comme ça. Il y a des joueurs, j'ai envie de dire, qui ont fait leur temps à Bordeaux, qui ont envie de partir. Et parfois, il faut accepter. Sabali, qui devait partir à Fulham, c'était aussi une belle proposition. Maintenant, ces 2 joueurs, ils sont là. Je ne sais pas s'ils ont spécialement envie de rester à Bordeaux. Mais le business dans le foot, il faut analyser chaque offre et pas simplement dire non, je veux 20 millions pour tel joueur. Parce que ça ne marche pas comme ça. Si moi, ma grand-mère, je suis son agent, ce n'est pas parce que je dis elle vaut 20 millions que son prix c'est 20 millions. Donc, il faut des gens qui connaissent le business et surtout qui soient raisonnables. Et ça, c'est dur de trouver ça. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y avait si on se replonge dans le transfert de François Camano, ses contacts avec Monaco, c'était en janvier 2019. Mais est-ce que finalement Bordeaux a loupé l'opportunité pour le joueur qui voulait partir et pour le club, maintenant, financièrement? On voit la valeur de François Camano et son temps de jeu. C'est sûr que quand tu as une proposition de Monaco intéressante, il faut la considérer. Et surtout si le joueur veut partir. Après, si le joueur veut partir et que l'offre n'est pas importante, je comprends. Mais voilà, il y avait trop de décalage entre le raisonnement surtout du Varela, du vrai marché et puis de la réalité en fait.
Et donc, Ouais. c'est pour ça que ça n'a pas tenu, en fait. Ça n'a pas tenu, c'était impossible. Ouais. Est-ce que, encore un mot, et après on va terminer là-dessus, sur le mercato des Girondins, parce que c'est ce qui passionne les supporters, hein, passionne, c'est ce qui les intéresse, hein, pour l'avenir du club, on sait que c'est très important. Est-ce que le projet de formation qu'on entrevoit, hein, qu'on a du mal même à entrevoir à Bordeaux, il peut porter ses fruits sur le club, au niveau sportif, et après au niveau mercato, sachant qu'aujourd'hui, alors quand on a consacré plusieurs émissions dessus, sur Web Girondin, aujourd'hui, quand on analyse tous ces contrats qui ont été faits sur la réserve, bon, on a le sentiment que tous ces joueurs qui sont arrivés dans la dernière année, ils ne sont pas encore prêts à intégrer l'effectif professionnel. Est-ce que, alors il y a plusieurs questions, hein, j'ai essayé. Est-ce qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, ils peuvent être déjà revendus à un autre club sans être passés par la case Ligue 1, déjà? Bah, c'est possible. Quand on voit Adli, qui vient du Paris Saint-Germain, qui était avec la réserve et qui est passé au Girondin, c'est possible. Maintenant, c'est mieux que le joueur joue même un petit peu en Ligue 1 pour être vendu plus cher, parce que ça lui donne une image, une notoriété, etc. Après, Bordeaux, ils empilent les joueurs, surtout étrangers, j'ai l'impression, en réserve. Pourtant, quand on voit leurs résultats alors qu'ils sont en National 3, Oui. c'est-à-dire que National 3, tu joues contre des clubs amateurs. Moi, je me rappelle, j'ai vu quelques matchs de National 2, voire National 3. Parfois, les mecs, ils sortent en boîte le soir avant le match, surtout en fin de saison. Et nous, on n'est même pas avec Bordeaux dans le top 3, top 5. Et par contre, quand on les entend parler, on leur entend parler de stratégie digne du Barça, mais même en 5e division française, avec toutes tes recrues soi-disant internationales, les meilleurs joueurs du monde, tu n'es même pas capable de monter. Donc, ça, c'est très intéressant. J'ai envie de dire, ils ne comprennent pas qu'il faut de l'humain. À Bordeaux, dans la région, il y a des très bons joueurs. Aurélien, c'est un joueur formé au club qui était dans la région bordelaise. Il y en a beaucoup comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de chercher des joueurs des 18 ans, le bout de la terre? Alors après, il y a d'autres choses. J'ai envie de dire extra-football. Donc ça, on ne peut pas contrôler. Et c'est ça qui tue les clubs d'ailleurs. C'est que quand justement on privilégie plus l'aspect financier que l'aspect sportif pour un club, ben évidemment, ça ne peut pas marcher. Et même en réserve, ça montre que même en réserve, qui est en 5e division, ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qui est nouveau à Bordeaux, c'est qu'on a le sentiment que l'équipe réserve a été un peu captée pour faire du financier, quoi, des transactions. Voilà, c'est pour faire plaisir peut-être à des agents, Voilà. c'est pour ou à des amis. Bon, après, c'est leur manière de travailler. Je pense que les supporters ont vu clair. Moi aussi, dès le départ, j'étais méfiant parce que tout le monde critique M6. Moi, avec M6, je les ai un petit peu rencontrés, mais c'était des gens sérieux et des gens qui aimaient le club. Et ça, c'est pas le cas avec, je parle de Hugo Varela. Excusez-moi, je l'enfonce un peu, mais je dis Il a ce que je quitté ressens. le club. Il a quitté le club. Voilà. Non, mais c'était pas la même chose. Avec M6, on peut les critiquer, ils investissaient pas peut-être, mais au moins, eux, ils faisaient le maximum pour leur club. Alors qu'il y en a d'autres, c'est des financiers, que ce soit Bordeaux, Lille ou j'ai envie de dire Reims ou n'importe quel club. Pour eux, ça ne dérange pas. Ils vont acheter, ils vont faire leur business, ils vont partir. Et malheureusement, tout le monde le ressent dans le club. Et tout le monde l'a ressenti déjà à l'époque du rachat. Ok, bon. Merci Grégoire, c'est très intéressant. J'espère que ça vous plaît, à vous également, téléspectateurs. Un dernier mot sur cette situation, cette crise, comment les clubs français et Bordeaux peuvent s'en sortir? Là, c'est à court terme, hein, à court terme. Déjà, je pense que ce serait bien que ça soit la fin du confinement pour nous tous et qu'après, le championnat redémarre, même à huis clos. Au moins qu'on termine ce championnat, que les droits télé soient redistribués et qu'après qu'on démarre la saison prochaine, même en août. Mais c'est sûr que c'est une question de survie et ce qui est fou, c'est un tout petit virus on ne voit même pas à l'œil nu qui a détruit tout un système qui n'est pas seulement le football, qui est aussi le marché, le libéralisme. C'est incroyable. On assiste à une révolution. Hein. C'est incroyable ce qu'on vit. Grégoire, merci pour ces éclaircissements. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Lucas. Ouais, et on vous donne rendez-vous sur Web Girondin pour une autre émission très bientôt. Bonne journée. Au revoir.